Un passage du Talmud assez méconnu raconte la chose suivante. Un jour, le prophète Élie se promenait sur la place du marché. On l'interpelle et on l'interroge. Qui sont les personnes qui, dans cette foule, ont part au monde à venir? Et le prophète de répondre, ces deux-là. Pourquoi ces deux-là? Car ce sont des blagueurs. On entend bien l'idée exprimée ici. Les blagues, les mots d'esprit que nous racontons sont porteurs d'une forme d'éternité, de quelque chose qui renvoie à un fond insondable du patrimoine humain et qui exprime souvent la quintessence d'une culture, d'une mentalité. Eh bien, c'est à ce titre qu'il y a près d'un siècle, le rabbin Simon Debré a publié une anthologie de l'humour judéo-alsacien, rééditée aujourd'hui par son illustre arrière-petit-fils, Jean-Louis Debré, que nous avons l'honneur de recevoir. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Alors, tout le monde sait, vous avez été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel. Vous êtes issu d'une des familles les plus illustres de notre République. Votre père, Michel Debré, a été l'artisan de la Constitution de la Ve République, Premier ministre de Gaulle. Votre grand-père, Robert Debré, l'inventeur de la pédiatrie moderne. On est surpris de voir votre nom sur un livre de blagues, finalement, d'humour judéo-alsacien. Oui, mais vous avez réduit un petit peu, car à travers ce livre, l'humour judéo-alsacien, le grand rabbin, moi j'appelle le grand rabbin, vous l'avez appelé rabbin, moi c'est mon arrière-grand-père, c'est le grand rabbin Simon Debré, a voulu montrer que d'abord, il faut être joyeux, et deuxièmement, le judéo-alsacien, et même l'hébreu, véhicule la religion. Alors, naturellement, il faut parler français, etc. Mais les fondements de la religion juive se puisent dans une connaissance de l'hébreu. Et c'est une manière pour lui aussi de faire passer un message, car à l'époque, il est très inquiet. Il est inquiet... On est en 1933. Oui, inquiet parce que, du fait de la modernisation de l'époque, un certain nombre de jeunes quittent les campagnes, vont se retrouver dans les villes, et là, on perd, et ils perdent progressivement, le réflexe religieux, et deuxièmement, le réflexe religieux porté par l'hébreu. Et donc, c'est pour lui l'occasion de remettre un peu les pendules à l'heure. Alors, venons-en à cet homme, votre arrière-grand-père, Simon Debré. Il vient à l'origine d'Alsace, d'un petit village qui s'appelle Westhofen. Oui, c'est une famille qui vient du Palatinat au départ, et qui s'installe au moment de la Révolution, en Alsace, comme beaucoup de Juifs à l'époque, et notamment à Westhofen. Et là, il va être élevé dans la religion et la patrie. Et c'est l'esprit des Lumières, et puis tout se passe à peu près bien, sauf que 1870 arrive. Rattachement de l'Alsace à l'Allemagne, Alsace-Lorraine. Et Simon, qui n'est pas encore rabbin, entend ce que la plupart des rabbins d'Alsace disent, et notamment le grand rabbin Colmar, qui fait un adieu à la France, magnifique adieu à la France, où il dit que la France a été le pays qui a permis aux Juifs d'avoir un statut, d'avoir une citoyenneté, et qu'il ne peut pas trahir la France. Donc pour eux, rester en Allemagne, ce serait trahir la France. Simon, qui alors a 18 ans, va, avec l'autorisation de son père, puisqu'il est mineur, quitter l'Alsace et partir sur Paris, où il va suivre une scolarité au lycée Talmud du boulevard Richard Lenoir, puis il ira après au séminaire. Mais ce qui est intéressant, et je reviens sur Jacques. Jacques est le père de Simon. Donc votre arrière-grand-père. Et il va être le premier juif de Westhofen. Élu maire adjoint. Et la première décision... Donc, on était déjà dans la politique à l'époque, dans la famille Debré. Local. C'est le premier élu politique de la famille. Voilà. Il est juif, c'est un village où il y a une majorité de protestants et de catholiques, et
il devient maire adjoint. Et la première décision qu'il fait prendre au conseil municipal, c'est de permettre à toutes les religions d'avoir accès à leur culte. Il y avait jusqu'à présent une église, d'un côté les protestants, de l'autre côté les catholiques. Le conseil municipal décide de faire construire une église catholique, mais aussi une synagogue. Pour moi, c'était un signe. Je crois beaucoup aux signes. Il y a quelques années, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. C'était le 8 mai 1995. J'allais devenir ministre de l'Intérieur. Personne ne le savait encore. Le président de la République, Jacques Chirac, qui n'était pas encore président, est allé voir mon père en disant « Jean-Louis va devenir ministre de l'Intérieur ». Mon père qui était mourant. Votre père Michel Debré. Michel, qui était mourant. Il allait mourir quelques mois, 2 mois après. Me fait venir. Et dans un effort énorme, me dit « Tu vas retenir une chose. Quand le maire de Wechthofen te demandera quelque chose, tu lui obtiendras. Parce que c'est la terre de tes ancêtres. C'est la terre de ta famille. Et ta tradition vient de là. » Alors je vous rassure, les maires de Wechthofen... Ce petit village d'ailleurs est un petit village qui a été très favorisé car il y avait 2 grandes familles. La famille de Léon Blum et la famille Debré. C'est 2 villages. Et je vois que, à travers les époques, les maires de Wechthofen se sont adressés aux familles de ces 2 personnalités. Ils ont tout. Et vous avez tenu parole, d'ailleurs. Et j'ai tenu parole. Vous avez contribué à la rénovation. Et la première décision que j'ai prise en tant que ministre de l'Intérieur, c'est justement d'être fidèle à la décision de mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, Jacques, et de rénover les 3 cultes, les églises, le temple et la synagogue de Wechthofen. Alors tout ça, ça illustre bien la place très importante qu'avait le judaïsme dans cette famille, mais à un moment donné, le judaïsme s'est perdu dans votre famille. Alors, à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué. Vous-même, vous n'êtes plus juif. Vous n'êtes pas juif? Non. Simon est grand rabbin. Après, il va devenir grand rabbin de Sedan. Et puis finalement, il va être nommé rabbin de Neuilly. Rabbin de Neuilly, c'est une jeune communauté qui... il y a à peu près 1500 familles. Il a des enfants, notamment mon grand-père Robert. Robert qui est élevé dans le culte juif, qui, fils de rabbin, va à la synagogue, il raconte tout ça dans le détail. Et progressivement, au cours de son enfance et de son adolescence, Robert va quitter le judaïsme et va devenir non pas athée, mais agnostique. Il reconnaît que le rite juif, les rites religieux l'émeuvent, mais il n'arrive pas à croire. Alors ça, on le voit bien dans toute son enfance, adolescence. Est-ce une réaction? C'est à la fois une réaction, mais aussi, voilà, quelqu'un qui a commencé à faire des études de philosophie avec Charles Péguy, mais qui va prendre la voie médicale, et donc là, il faut tout expliquer, c'est la raison va contre la religion. Et est-ce qu'il ira jusqu'à la conversion au catholicisme? Alors, non, il se déclare agnostique, et... Donc la judaïté se perd, en fait, parce qu'il épouse une catholique. Alors, attendez, ça c'est mon père. Non. Ah, votre grand-père épouse encore... Robert épouse une femme qui est une catholique, pardon, oui, voilà. Mais qui est une catholique athée. Qui va devenir d'ailleurs l'une des premières femmes internes des hôpitaux de France et la première femme chef de service d'un hôpital en France. Voilà Michel, mon père. Mais qui donc n'est déjà plus juif. Qui n'est plus juif, mais qui est élevé dans le culte et le respect du grand rabbin.
Moi, j'ai toujours entendu parler dans la famille, le grand rabbin. On l'appelle le grand rabbin. Donc, Michel va découvrir dans sa jeunesse la résistance, l'arrestation, le drame lorsqu'il est arrêté, c'est l'internement par les Allemands, avec qui il le raconte dans un cahier que j'ai, où tous les jours, en entendant le bruit, il se demande si on va venir le fusiller ou le bon. Et puis là, il est entouré de catholiques. C'est une résistance intérieure. Et une résistance intérieure parce qu'il considère que Vichy va porter atteinte au droit, à la République, et notamment, et mon père le dit, au droit acquis par les Juifs. Et que la publication des décrets anti-juifs va être une révolte pour cet homme qui n'est pas juif, mais qui est de famille juive. Ouais. Et donc, il entend un prêtre, qui est le père Elchinger, monter en chaire à l'église de Royat et dire devant tout un parterre de collaborateurs, nous sommes tous des juifs. Ce père, Elchinger, va devenir l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Elchinger, et il va entretenir avec mon père des liens très profonds qui vont conforter mon père dans la voie de la religion catholique. Mais mon père a épousé aussi une catholique. Et lui-même s'est converti ? Il est allé jusqu'à la conversion au catholicisme ? Il est allé jusqu'à la conversion. D'accord, donc il s'est converti Alors, au catholicisme. ce qui est intéressant, parce que comme je fais un livre sur ma famille, il a été baptisé, mais il ne s'est pas marié tant que le grand rabbin était en vie. Et lorsque le grand rabbin est mort, en 1939, conformément à la tradition juive, il a attendu 1 an pour se marier, et il le dit, pendant cette année, je ne me marierai pas, car il y a une tradition, on ne fait pas de réjouissance dans l'année qui suit le décès de quelqu'un qui vous est proche et que vous aimez. Il y a eu d'autres grands hommes juifs et très républicains que vous mentionnez dans cet autre livre que vous publiez, Nos illustres inconnus. Quand on feuillette, on voit qu'il y a quand même beaucoup de juifs là-dedans aussi. Il y a Monsieur Vidal-Naquet qui a introduit le divorce. Pourquoi c'est un problème ? Non, c'est pas un problème. Non, pas du tout. Je viens à ma question. Il y a Neuwirth qui a introduit Lucien Neuwirth qui a introduit la contraception. Mendes France, évidemment. Comment est-ce que vous comprenez, vous, qu'il y avait cet engouement extrême des Juifs pour ce qui a fait la grandeur de la France? Écoutez, parce que ils savent d'où ils viennent, que tous ces personnages que je cite sont des personnages qui, dans une tradition judaïque, sont des hommes de savoir, des hommes de connaissance, ils savent qu'ils sont tout petits dans l'évolution du monde et qu'il faut accompagner cette évolution. Tous ces hommes que je cite, pour moi, c'est pas un problème de savoir si on a une origine juive ou pas. Non, mais c'est juste un fait intéressant que ces juifs étaient... J'ai voulu choisir des hommes qui étaient ouverts sur les autres, qui avaient une vision du passé, mais surtout une vision d'avenir. Vous savez, c'est ce très beau mot de Renan. Quand on demandait dans une conférence que Renan a fait à la Sorbonne, qu'est-ce qu'une nation ? Et Renan répondait, c'est un rêve d'avenir partagé. Et c'est ça le fondement, à la fois pour moi, de la nation, de la patrie et de la religion. Le rêve, on partage un même rêve, un même idéal d'avenir.
On va parler de ce livre aussi sur l'humour juif alsacien. Moi, je trouve que ce livre, c'est aussi un démenti d'une sorte d'image d'Épinal qu'on a de cette Alsace, qu'on présente souvent comme un exemple de vivre ensemble, de symbiose entre juifs et non-juifs. Parce que à travers tous ces mots d'esprit, on sent quand même beaucoup de tensions, de frictions entre juifs et non-juifs et à l'intérieur même de la communauté juive. C'est pas à vous que je vais faire des dessins. Oui, tout est compliqué, tout est... Il y a naturellement des tensions qu'on comprend parfaitement avec l'Allemagne, avec la Pologne, et puis à l'intérieur, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais à l'intérieur de la communauté juive, c'est dur. Petit souvenir, j'ai retrouvé une lettre adressée par le beau-frère de Simon à Simon. Les deux sont rabbins. Ouais. Or, dans la synagogue de Neuilly, Simon avait introduit un orgue. Oh là là. Catastrophe. Il le traite de tous les noms. C'est de l'hérésie. Oui, je ne veux pas employer des grands mots. Mais il faut juger ça par rapport à l'époque, pas par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ça est banal. Mais c'était... c'est pour ça que je n'aime pas l'extrémisme. Vous voyez, il y a une très belle phrase d'Anatole France qui dit « Enrichissez-vous de la vérité des autres ». Et là, on a l'impression, entre les deux beaux-frères, d'une intolérance. En quoi est-ce une hérésie, je cherche, d'introduire dans une synagogue un peu de musique? C'est pas du tambour, c'est pas des trompettes, c'est de l'orgue. Ce qu'on leur reproche, c'est que c'est d'imiter les catholiques, en fait. Oui, mais tout ça est comme vain. dans les églises. Soyons nous-mêmes. Voilà. On est fort quand on est sur l'offensive et pas sur la défensive. Et tout ça me semble vain. Est-ce que vous avez un mot d'esprit préféré parmi tous ceux qui se trouvent ici? Il y en a un que vous avez fait figurer, en tout cas, sur la couverture. Der Yid fängt mit dem Goy an. Le juif commence par le Goy. Oui. Pourquoi celui-là? Parce que ça m'amusait. C'est un peu l'histoire de votre famille aussi, quoi. Oui, parce que un jour, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, c'est dommage que ça soit vous qui fassiez la préface. J'ai dit pourquoi? Parce que vous n'êtes pas juif. J'ai dit mais arrêtez de m'emmerder. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon arrière-grand-père et je suis fier de véhiculer à travers ce livre une tradition. Tout ça me semble tellement dépassé dans le monde aujourd'hui. Si la religion c'est quelque chose de triste, je ne vais pas dire que ce ne soit pas sérieux. Genre, mais écoutez, et dans la religion juive, il y a des choses drôles, il faut qu'on rie, il faut qu'on... on rigole beaucoup quand on lit un livre pareil. Ouais. La religion, c'est être bien ensemble, c'est partager une espérance ensemble. Alors, vous parlez beaucoup depuis tout à l'heure d'ouverture, de vivre ensemble, de vision d'avenir. On peut difficilement recevoir un ancien président du Conseil constitutionnel, garant de la bonne santé de nos démocraties, sans vous interroger sur ce mouvement de fond qui est en train de se déferler sur nos démocraties, là, de ce qu'on appelle le populisme, en tout cas de mouvement antidémocratique. Est-ce que ça suscite de l'inquiétude chez vous? C'est très simple, je suis très clair. Je suis, et j'ai appris de ma famille, la République. Donc, que l'on soit de gauche ou de droite, ça m'est complètement égal, pourvu qu'on soit républicain. Et ça, on a l'impression que c'est en train de s'effriter. Et là, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que les républicains de droite et de gauche ne sèment plus une espérance politique. Et du coup, on se tourne vers les populismes. Il est urgent, mais urgent, que la gauche républicaine et la droite républicaine se ressaisissent et nous proposent un chemin. Jean-Louis Debré, on peut difficilement achever un livre autour de l'humour sans vous demander, puisqu'il se dit que vous êtes un extraordinaire imitateur de Jacques Chirac notamment, de Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Bonsoir. Chers amis,
Vive la République. Et VGE. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Cher ami, bonsoir monsieur. Vive la République. Et vive l'humour judéo-alsacien. Donc, et nos inconnus qui ont... Donc, Les Illustres Inconnus, publiés aux éditions Herbin Michel, et cette anthologie de l'humour judéo-alsacien par Simon Debré, préfacée par Jean-Louis Debré, édité aux éditions de La Nuit est Bleue. Merci beaucoup, monsieur Debré. C'est moi qui vous remercie.